Bonjour à tous et à toutes. Ceci est la captation complète de la conférence que j'ai donnée dans le cadre des rencontres de l'inconnu 2025, dont le thème était masculin et féminin sacré. Ma conférence s'intitulait Yin et Yang sur la France, quand géographie sacrée et sciences humaines se rencontrent. Si vous connaissez déjà mes travaux et ma chaîne, je vous recommande d'aller visionner directement la vidéo que j'ai faite avec exclusivement la seconde partie de cette conférence. En effet, il a bien fallu que je précise pour les participants sur quoi se fondaient mes interprétations. Donc il s'agit des alignements, des lieux, des différents symboles et évidemment de ce que je nomme la preuve par 9 que mes lignes sont exactes et qu'elles conduisent à justifier mes interprétations. Donc, soit vous passez directement dans cette vidéo à la seconde partie, soit vous allez sur la vidéo qui est exclusivement consacrée à masculin et féminin. En tout cas, que vous connaissiez déjà ou non mes travaux, bon visionnage de cette conférence. Eh bien, messieurs, dames, on va reprendre donc cette dernière après-midi du festival. Et donc, pour cette dernière après-midi du festival, on reçoit en première heure quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je l'apprécie beaucoup parce que moi, ce que j'aime, c'est le mariage de la science et de la conscience. C'est vraiment, pour moi, un animal totem, la science et la conscience. Et ce que j'aime bien chez Seiji, puisque c'est de lui qu'il s'agit, eh bien, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément de conscience, mais qui ne perd jamais de vue le fait que faut quand même s'appuyer sur des faits, de la science, des preuves, voilà. Donc, Seiji. Bonjour à tous et à toutes. Et donc, Seiji va nous parler de quoi? Il va nous parler d'un sujet en plus assez cher à mon cœur, parce que moi, je suis française. J'aime la France, j'aime mon pays. J'aime pas trop ce qu'en font nos gouvernants, mais ça, c'est une autre histoire. Et Seiji va nous parler de la sacralité de notre pays et de l'aspect féminin et masculin sacré qu'on retrouve sur la France. Et il va nous expliquer en quoi notre pays est unique au monde. N'est-ce pas? Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont également uniques, mais mon travail ne porte que sur la France, donc je considère qu'elle est unique. Eh bien, Seiji, c'est à toi. Bonne conférence. Merci Violette, et merci à vous deux d'avoir organisé ce festival et à vous tous d'être présents. Alors avant de démarrer le contenu, il faut quand même que je vous dise pourquoi Seiji. Et vous le voyez tout simplement apparaître avec mon identité complète, Christophe Jean Fievé-Sillon, donc Seiji, ce sont mes initiales. Et il se trouve qu'il y a quelques années, en 2016, j'étais encore thérapeute, consultant d'entreprise, donc je voulais préserver ma réputation. Et pendant 3 mois, il m'est arrivé un message en canalisation toutes les nuits, ce qui était très bizarre pour moi, ça m'était jamais arrivé, donc je me demandais si j'étais pas passé du mauvais côté de la barrière. Et pour un psychothérapeute, ça aurait pu être embêtant. Et donc, j'ai publié d'abord avec un pseudo, donc j'ai cherché un pseudo. Ça m'a pris un temps fou. Et puis un jour, je me dis, je vais regarder sur Internet comment trouver un nom de plume. Et dans la liste des petits trucs pour trouver un nom de plume, faites comme Hergé. Vous connaissez tous Hergé, l'auteur de Tintin. Hergé, en fait, il s'appelle Georges Rémy. Hergé. Et donc, j'ai tilté et dit, tiens, mes prénoms, c'est J. Et moi, je savais, parce que je m'intéressais un peu à la musique classique, il y a un chef d'orchestre qui s'appelle Seiji Ozawa, avec cette orthographe-là. Donc, c'est un prénom japonais. Et ce qui tombe très bien, c'est que ce prénom japonais signifie « l'homme qui cherche ». Et alors, ça veut également dire la règle juste, le légitime, c'est intéressant. Et alors, là où je suis très content, c'est que j'ai appris tout à l'heure que les moines japonais pouvaient garder leur énergie sexuelle très tard, donc ça me fait plaisir d'avoir choisi un pseudo japonais.
Sachant que, pour ma part, depuis très longtemps, le yin et le yang, c'est un travail intérieur, parce que je n'ai pas encore trouvé, comme on le dit vulgairement, chaussure à mon pied, ou plus exactement, shakti à mes désirs. Voilà. Mais ceci est un autre sujet. Et effectivement, dans ma conférence, géographie sacrée et sciences vont se rencontrer en deux parties un peu séparées. La première partie, je vais vous faire part de découvertes d'alignement sur la France, avec un chiffre dont plusieurs ont déjà parlé ici, et vous verrez des correspondances avec notamment la conférence d'Éric Charpentier, qui vous a parlé de l'UTES hier, et des axes sur Paris. Eh bien, on va retrouver au centre de ce que j'ai découvert également Paris et d'autres endroits. Mathieu a fait part également d'alignement. On est un peu sur le même genre de travaux. Mais pour ma part, je me consacre surtout à la signification. Donc les chiffres, les lignes, je vais faire une introduction très rapide et après je rentrerai plus précisément dans l'interprétation que j'en fais. Et la deuxième partie, c'est là qu'on sera un peu plus dans la science, c'est j'ai été maître de conférences en psychosociaux un certain nombre d'années, contractuel parce que je ne suis pas docteur en psycho, au départ je suis criminologue, ce qui donne un cerveau d'enquêteur. Et donc je ne travaille pas comme les historiens, je ne travaille pas sur les mêmes indices, et je relis des éléments, notamment des éléments familiaux, des éléments militaires, qui est allé à quel endroit, qui a fait quoi, et ce qui m'a permis de faire toutes les découvertes dont je vais vous parler. Et donc la deuxième partie, ça va être un très très bref résumé, sous forme de schéma, d'enseignement ou d'accompagnement que je donnais quand j'étais maître de conf. Et j'ai évidemment sélectionné les schémas qui évoquent le yin, le yang, le masculin, le féminin. Et dans la préparation de cette conférence avec Violette, il y a quelques mois, à un moment, je lui ai dit, écoute Violette, à la fin de ma conférence, ce serait peut-être pas mal que je prenne quelques minutes pour vous faire part d'un des messages de cette entité qui m'a parlé dans le cerveau, qui s'est nommée l'âme du monde. Donc quand même, comme je suis le facteur, je ne suis que le facteur, hein, rassurez-vous, mais je suis le facteur des messages de l'âme du monde, donc je trouvais que c'était opportun. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais ton travail de maître de conférence, tes schémas, il y a un des messages qui en parle de façon poétique. Donc dans la deuxième partie, plutôt que de me transformer en prof de fac, je vais simplement lire le message de l'âme du monde à côté des schémas, et vous ferez vous-même le travail de transmission, de transaction entre le message poétique de l'âme du monde et les schémas. Bienvenue dans ce petit voyage. Alors, vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir les textes, mais ça, ce sont juste des diapositives de résumés, et ce sont des résumés des différents chapitres que nous allons parcourir aujourd'hui. Ces premiers chapitres-là, en fait, il faut quand même que je vous parle de ces alignements, de leur distance et de la structure générale qu'on peut composer avec ça. Dans ce chapitre-là, je balayerai à toute vitesse les grandes catégories d'interprétation possibles. Parce qu'à partir de ces lignes, on peut faire plein d'interprétations. Donc quand je pose le mot interprétation, je pose évidemment le fait que je n'ai pas de vérité. C'est subjectif. Ce sont mes interprétations. Par contre, les lignes, les lieux, les monuments sont factuels, observables. Donc évidemment, ayez ça en tête, il y a des choses parfaitement vérifiables et il y a des choses qui ne sont que mes interprétations. J'ose espérer que j'ai fait un bon travail de criminologue et que mes interprétations sont solidement fondées, mais ça, ce sera à vous d'en juger. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet d'aujourd'hui, avec ces trois chapitres-là, 4 d'ailleurs, qui sont évidemment les interprétations liées au masculin et féminin. Évidemment, à la fin, nous irons vers, on expliquera un petit peu, quelques magies de la structure sur ce sujet-là, pour arriver, on va dire, à l'ancien temps, séparation de l'homme et de la femme, séparation du yin et du yang, pour nous dire que, comme tout le monde depuis le début de ce festival, eh bien, il faut quand même parcourir des chemins pour les réunir. On verra comment ça se passe sur la France. Et nous verrons qu'une fois cette réunion faite, nous avons des véritables trésors de l'Union et que ces trésors sont inscrits sur la France. Ce qui rend, comme le disait Villette tout à l'heure, la France particulière et ce qui lui confère un rôle
très particulier. Alors je dis la France, mais quand je dis la France a un rôle particulier, vous vous doutez bien qu'il s'agit aussi de ses habitants. Donc à vous d'imaginer que vous êtes français. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas là aujourd'hui vous êtes sur le sol de France. Donc vous aussi avez un rôle particulier avec tout ça. Alors, et ensuite, on arrivera avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ce petit clin d'œil à mes anciens schémas en lien avec un des messages de l'âme du monde. Donc, cette structure extraordinaire, elle est basée sur un nombre très important de lignes qui font 666 km, ou certaines même 666,6 km, et qui relient entre eux des points bien particuliers. Alors, il y en a une douzaine qui partent de points liés à la famille royale. C'est soit l'île de la Cité, principalement la Sainte-Chapelle, ou les pointes est-ouest de l'île de la Cité. Et là, je rejoins Éric Charpentier quand il nous parlait de l'île de la Cité. Il y en a qui rejoignent la basilique Saint-Denis à Paris. Il y en a qui rejoignent la cour carrée du Louvre. Et si vous êtes un petit peu féru d'histoire, vous savez qu'il y a un point commun entre la basilique Saint-Denis, la cour carrée du Louvre et l'île de la Cité. Eh bien, ce sont trois endroits qui sont complètement liés à la famille royale de France. L'île de la Cité, c'est le premier palais royal. La cour carrée du Louvre, c'est le second palais royal à partir du XIVe siècle. Enfin, la forteresse date d'avant, mais elle devient palais royal au XIVe siècle. Et la basilique Saint-Denis, c'est le tombeau des rois de France. Et on retrouve un certain nombre de petits clins d'œil, même dans l'actualité, à ces alignements-là, puisque, vous ne le savez pas, mais dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on a eu un chanteur, dans le prologue, qui était à la porte de la basilique Saint-Denis, qui se trouve très exactement à 666,6 km de Saint-Maximin à Sainte-Baume, qui est un des points importants dont je vais vous parler. Alors, cette structure, évidemment, tout le monde me dit « mais le kilomètre n'existait pas au Moyen-Âge ». Oui, mais si vous avez écouté Éric ou d'autres, vous vous doutez bien que bon, non, le mètre et le kilomètre étaient connus, peut-être pas sous ce nom-là, mais la mesure était connue. Et puis quand bien même, c'est simplement peut-être des lignes de 150 lieues, les lieues franques communes. Parce qu'il se trouve qu'une lieue franque commune de l'époque fait 4,44 km d'aujourd'hui. 150 multiplié par 4,44, on tombe sur 666. Donc est-ce qu'ils avaient la connaissance du 666 ou est-ce que un hasard supérieur a fait qu'aujourd'hui ça corresponde à ça? À la limite, peu importe, la magie est là. Alors, il y a donc une douzaine de lignes qui vont sur la région parisienne, les trois lieux que je viens de vous dire. Il y a des segments de lignes qui font, alors vous voyez ici en haut, hein, mais je ne vais pas développer la diapo. Sur un axe vertical, il y a plusieurs segments qui font eux aussi 666 km. Et donc les diagonales qui sont là, 666, on verra dans le détail après certains lieux. Hein. Et donc qui donne, selon moi, avec toutes ces lignes, ce que je nomme deux messages. L'un initié par la famille royale sous influence des bénédictins, entre, on va dire, Philippe Ier et Louis IX, Saint-Louis, c'est sur 50 ans à peu près, sur 150 ans, pardon. Et le second message, donc ça c'est celui-là, j'appelle la croix de pierre ou la croix des rois, parce que ça passe à travers des petits éléments de détail dans des grands monuments religieux. Vous avez la cathédrale de Saint-Omer, la cathédrale de Thérouanne qui n'existe plus mais qui était énorme à l'époque. Vous avez la Sainte-Chapelle à Paris, sur l'île de la Cité. Vous avez la cathédrale de Bourges, et peu importe. Donc ce sont des monuments religieux et des petits détails, mais sur lesquels je n'arriverai pas aujourd'hui. Et là, ce second message, il ne passe pas par des monuments religieux, il passe par la toponymie, c'est-à-dire l'appellation des lieux. Il se trouve que dans certains endroits, et je vais vous le prouver mais pas plus tard que dans 2 minutes, les noms nous enseignent le message initiatique. Et donc c'est en ayant la connaissance à la fois de la distance, donc les 666 km, et la compréhension du nom des lieux dits,
et y compris la compréhension de ce qui se passe de chaque côté de la ligne. Et là, on comprend, waouh, là, il y a quelque chose. Et donc, il faut que je vous prouve ce que je raconte, et je ne vais pas vous le prouver en vous montrant toutes les lignes, mais je vais vous le prouver en vous parlant de, c'est-à-dire le bouquet final. Alors, c'est ce que j'appelle la preuve par 9. Cette ligne-là, on ne peut pas la tracer. Donc, c'est la ligne, vous voyez, il y a une étoile à 6 branches, là, qu'on peut tracer avec les multiples lignes dont je viens de vous parler. Mais vous vous rendez bien compte que la ligne centrale, ici, de cette étoile à 6 branches, il est impossible de la tracer tant qu'on n'a pas tracé toutes les autres. Et il se trouve qu'au début, je n'étais pas satisfait parce que les deux triangles ne sont pas exactement équilatéraux. Donc je me suis dit, j'ai fait une erreur. Sauf que vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur possible et que c'est bien de ces lignes-là et de ces lieux-là qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que quand on va depuis cette zone-ci, on est dans le Limousin, pas le Poitou plus exactement, à cette zone-là, on est en Bourgogne, eh bien on va tomber sur des lieux extrêmement significatifs. Nous avons un petit bourg, ici côté Poitou, qui s'appelle Noiron. De l'autre côté, on a un bourg qui s'appelle Sainte-Marie-la-Blanche. Noiron-la-Blanche. Et exactement à équidistance, en plein milieu de cette étoile à 6 branches, le lieu s'appelle la Blanchisserie. Mais ce n'est pas suffisant. On continue. À côté de Noiron, il y a un lieu-dit qui s'appelle le Démon. C'est dans les champs, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, ce sont des champs. De l'autre côté, à Sainte-Marie-la-Blanche, vous avez un lieu-dit, un quartier de Sainte-Marie-la-Blanche qui s'appelle le Paradis. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'exactement à équidistance, le lieu-dit qui est à côté de la Blanchisserie s'appelle le Loquet des Enfers. Mais évidemment, pour le cas où les lieux auraient changé de nom, ils se sont dit là-bas, là-haut, ou ceux qui ont fait ça, c'est pas suffisant. Continuons. Le petit hameau à côté de Noiron s'appelle Bournezeau, ce qui, dans le patois local, signifiait les petites eaux. Et il se trouve que, auparavant, Sainte-Marie-la-Blanche s'appelait Sainte-Marie-Albiac, et dans le patois local, Albiac, ça signifiait la haute fontaine. Et le lieu-dit qui est à côté de la Blanchisserie et du Loquet des Enfers s'appelle le Gué. On passe de la petite source à la haute fontaine par le Gué. Donc là, on est sur l'horizontale, mais vous allez voir que ça a également un sens sur la verticale. J'en rajoute un petit peu, quelques cerises sur le gâteau. On a également un lieu, tout ça c'est dans un rayon de 1 km. Un lieu-dit s'appelle Vilaine. Bon, à côté de Le Démon, c'est assez normal. Et de l'autre côté, on a un lieu-dit qui s'appelle la Bergère. Alors, symboliquement, les bergères sont considérées comme des femmes douces. Hein. Et alors, le bourg, le village, il y a un village qui s'appelle Cor, un autre village qui s'appelle Contre, et un petit hameau, il y a 2 maisons, qui dans le temps s'appelait Coquin. Aujourd'hui, sur les cartes, vous ne le trouverez pas, il s'appelle Coquelin. On a voulu cacher quelque chose ou bien rendre les choses un peu moins coquines, peut-être. Voilà. Donc, vous voyez que ceci, je passe sur les autres, mais ceci nous démontre qu'il ne peut pas y avoir de hasard. Donc, ceci, pour moi, c'est la preuve par 9 que toutes mes lignes sont exactes, puisque c'est la dernière ligne qu'on peut tracer. La deuxième petite preuve, peut-être un peu moins probante, mais je vais vous la montrer. Ah. Donc là, ce sont les prolongements de ce que j'appelle la croix de pierre, donc celle qui passe dans les monuments. Cette croix de pierre commence juste à côté de Saint-Omer, dans le nord, par chez moi, et à traverser d'une rivière qui s'appelle l'Aa. Le lieu-dit, là, s'appelle la Croix. Cette croix fait 666 km,6 et elle arrive au village de Montsalvi, dans le Cantal. Le blason de la ville de Montsalvi doit se blasonner ainsi,
C'est inscrit dans l'armorial de Charles VII, donc c'est très bien. Un armorial, ça répertorie les blasons et la façon dont il faut les décrire. Et donc le blason de la ville de Montsalvi, c'est ici sur la terre repose le pied de la croix du Christ. Et nous sommes à 666 km d'un endroit qui s'appelle la Croix. Juste à côté de Saint-Omer, Geoffroy de Saint-Omer, co-créateur des Templiers. Je vous en parlerai également en cours de route. Et donc, ça c'est assez intéressant. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'aller aussi vers le prolongement sud. Donc je prolonge cette ligne au-delà des 666 km, au-delà de Montsalvi, et j'arrive très exactement, cette fois-ci, à 666 km de l'île de la Cité, sur les flancs du château de Perpertuse. Et il se trouve que le château de Perpertuse se trouve sur un col qui s'appelle le col de la Croix dessus. C'est quand même étonnant. Hein ? Et ce château de Perpertuse, il a aussi une histoire de la construction qui va le relier à d'autres monuments, mais je passe là-dessus. Donc voilà, ça c'était les éléments que je voulais vous donner pour vous prouver que mes lignes, elles ont quand même une valeur et que ce n'est pas du n'importe quoi. Par contre, si je vous avais présenté toutes les lignes, il me fallait déjà une conférence complète et ce n'était pas le sujet du jour. Alors, puisqu'on a plein de lignes, on peut en tirer plein de symboles différents. Et qui dit plein de symboles différents, dit plein d'interprétations différentes. Donc là, la subjectivité arrive évidemment. Donc vous avez, encore une fois, je ne vais pas les déployer, vous avez l'étoile à 6 branches que je viens de montrer, l'étoile à 5 branches, le Baphomet, le rhombus, ça je vous en parlerai parce que c'est lié au masculin et au féminin. Vous avez ce qu'on appelle le monogramme marial, Ave Maria, la tétractys, etc. On pourrait même s'amuser à trouver les 14 morceaux d'Osiris, avec 2 tout petits morceaux dont je vous laisse imaginer à quoi ils peuvent correspondre. Donc là, vous voyez quasiment la totalité des lignes. Il y en a quelques-unes en plus, mais c'est à partir de cette totalité de lignes-là qu'en les reliant d'une façon ou d'une autre, on peut obtenir tout ça. Une chose extrêmement intéressante, c'est ceci. Pareil, il me faudrait 1 heure pour développer ce chapitre-là. En fait, on va trouver dans différents lieux en France, dans des lieux templiers, des graffitis ou des fresques. Et ces graffitis et ces fresques correspondent à certaines façons dont on peut relier les lignes entre elles. Et il se trouve que 80% des lieux de ce second message dont par la toponymie, 80% des lieux, c'est soit ancienne commanderie templière, soit ancienne propriété templière, soit à 15 km d'une commanderie templière. Donc j'affirme qu'il s'agit bel et bien d'un message qui a été créé, voulu par l'appellation des lieux, par les Templiers. On pourrait même peut-être aller jusqu'à dire qu'il s'agit de leur véritable message initiatique, donc de leur trésor symbolique. Et vous verrez que tout ça va nous ramener sur un sujet que plusieurs ont évoqué, notamment Mathieu ce matin, le sujet du Graal, évidemment, qu'on peut tracer avec toutes ces lignes-là. Et également, que je ne vais pas développer, toutes ces lignes ramènent à des symboles liés à l'Apocalypse de Saint Jean. Ce qu'ils ont voulu faire, donc là, il y a des tas de versets qui correspondent, le fleuve de cristal, donc je ne détaille pas les versets, c'est aussi l'objet d'une autre conférence, mais je traduis que ce que les auteurs de ces messages ont voulu faire, c'est réécrire l'Apocalypse de Saint Jean sur la France de façon symbolique, pour lui conférer le statut, symboliquement, de Nouvelle Jérusalem. Là est le rôle important de la France, y compris dans notre actualité. La France est la Nouvelle Jérusalem symbolique. Donc je vous renvoie à votre responsabilité de citoyen de la Nouvelle Jérusalem. Et donc ceci, cette interprétation est permise par la correspondance avec plein de versets. Et donc voilà pour les interprétations bibliques. Le petit truc amusant, c'est qu'il y a un verset, alors là on n'est pas dans l'Apocalypse, on est dans un prophète, mais il est dit « Une route sera tracée, et quand vous aurez parcouru cette route, vous retournerez à Sion. » Eh bien, il se trouve qu'une des routes tracées, c'est cet axe vertical-là, qui correspond au fleuve de cristal de l'Apocalypse, sur lequel se trouve un lieu qui s'appelle Aigues-Vives, les eaux vives, etc. Eh bien, quand vous reliez le point du haut, dont je parlerai tout à l'heure aussi, à ce point ici à l'extrême est,
qui est un tout petit peu à côté de ce que Mathieu a évoqué. Mathieu a parlé de Lauterbourg. Ce point se situe un tout petit peu en dessous, à 500 mètres en dessous de Lauterbourg. Je vous donnerai le nom tout à l'heure parce que je vous réserve une petite surprise. Et donc, vous reliez ça à ce point-là, et vous continuez, et vous arrivez exactement sur le mont Sion à Jérusalem. Donc le verset, c'est « Une route sera tracée, et ceux qui l'auront parcouru arriveront à Sion ». Et il se trouve que si vous avez été attentif à mon identité sur la diapo de présentation, je suis d'une lignée qui s'appelle Fievé-Sion. Ma grand-mère est une Sion. Donc il y a quelques coïncidences qui n'en sont peut-être pas. Alors ça, c'est pour la correspondance avec l'Apocalypse. Et il y a également des possibilités d'interprétation avec notamment l'alchimie, bien sûr, des 4 œuvres, avec le tarot, avec, qu'est-ce que j'ai encore, alors celle-là je vais vous la faire, avec ce que j'appelle l'échelle de Jacob, avec l'arbre des séphirotes, bien entendu. Tout ça, on peut le retrouver en goupillant entre les différents lieux et les différents alignements. Mais encore une fois, vous comprenez bien que pour vous développer tout ça, il me faut une journée et pas une conférence d'1h15. Donc maintenant, nous allons... Alors, puisque je n'ai pas l'heure complète et que peut-être certains d'entre vous voudraient vérifier tout ça, une petite minute de publicité. Ceci, vous le trouverez développé dans les ouvrages disponibles à la librairie à côté. Et donc, le premier tome à couverture noire est consacré à ce que j'appelle donc la Croix des Rois, Croix de Pierre, donc l'œuvre de la famille royale. Le second tome est consacré à ce que j'appelle l'arbre de vie des Templiers. Et le troisième tome, c'est une actualisation par rapport au monde moderne. C'est avec les arrière-plans occultes et politiques de ce qui se passe actuellement en lien avec ce qui est inscrit sur la France. Quelqu'un a parlé de notre ami Emmanuel, un autre l'a nommé le Poudré. Bon, je parle aussi du même personnage, qui lui aussi est lié au 666, on me demande bien pourquoi. Mais bon, hein, je ne développe pas ça. Et la fin de ce bouquin rouge, donc la couverture rouge, c'est quelques éléments de mon travail de psy, et il y a notamment 2 chapitres sur masculin-féminin, mais vus du côté psycho. Les alchimistes parmi vous auront repéré le petit clin d'œil, noir, blanc, rouge. Hein, voilà. Mais ça va mieux en le disant. Et l'autre, c'est le livre reçu en canalisation dont je vous ai parlé. Rentrons maintenant dans le vif de notre sujet, masculin et féminin. Et là, on va voir les aspects magiques de cette structure, sous cet angle-là, masculin-féminin. En fait, les lieux sont systématiquement, les lignes sont systématiques, enfin pas systématiquement, pour beaucoup d'entre elles, mais principales, il y a une succession d'un endroit qu'on peut se considérer comme féminin. Il s'agit par exemple de grottes, de vallées, de baies, des méandres de rivières qui forment les formes du sexe féminin. Et du côté du pôle masculin, les lieux-dits, les hameaux, les villages sont systématiquement sur une colline, sur une montagne, etc. Donc là, il y a une volonté d'avoir une succession féminin-masculin. Et vous allez voir que ça va bien au-delà de ça. Donc, pour vérifier, nous avons ici, dans un village qui s'appelle Lochrist en Bretagne, qui est un peu en dessous de la pointe dont Mathieu vous a parlé. Mathieu a évoqué la pointe de Corsen, qui est effectivement le point le plus à l'ouest du territoire français. Là, on est quelques kilomètres en dessous. Et ce lieu, donc la plage, c'est en dessous du Conquet. La plage s'appelle Port-Slogan. Et Port-Slogan peut se traduire par soit le port de Loug, Loug étant le dieu de la lumière, soit la petite caverne. Et cette plage a une forme dense, voilà, qui peut représenter, vous savez, les graffitis qu'on fait quand on est gamin, le sexe féminin sous une forme dense. Et puis, on va passer par le Mont Saint-Michel, très exactement sur le Mont Saint-Michel. On arrive très exactement sur l'île de la Cité, on poursuit la ligne. On va arriver donc à l'autre bout sur un village qui est consacré à Saint-Georges. Saint-Michel, Saint-Georges, on a la même iconographie. Hein. Et à l'autre bout, sur une petite vallée. Là, c'est pas. Alors, par contre, non, à l'autre bout ici, encore une fois, je garde la surprise du nom pour tout à l'heure, c'est la partie de la France, vous avez vu avec Mathieu,
la plus proche de l'Allemagne. Donc ça fait une espèce de triangle également, au bord du Rhin. On a la même chose en bas, et je vais le développer après dans une autre diapo. Oui, alors, quand même quelques petites indications, parce que c'est pas... Donc je parlais de grottes. Vous avez ici la grotte de Lourdes, qui s'appelle la grotte de Massabielle, et là la grotte de la Sainte-Baume. Alors c'est pas exactement la grotte de la Sainte-Baume, parce que la grotte elle-même est à 667 km,2 de l'île de la Cité. Donc quand j'ai vu ça, bon, ok. Mais quelques semaines après, en fouillant un peu plus, en bas de la grotte, un village qui s'appelle Plan d'Aubs, la Sainte-Baume, vous avez un lieu-dit qui s'appelle la Magdala. La Magdala, Marie-Madeleine. Ce lieu-dit-là, il était exactement à côté d'un autre lieu-dit qui s'appelle le Plan. Le village, c'est Plan d'Aubs, donc le Plan. Et à la conjonction de ces deux lieux-dits, le Plan et la Magdala, on est exactement à 666 km de l'île de la Cité et à 666 mètres d'altitude. Donc c'est ce lieu-là qu'il faut prendre, évidemment. Et donc ça, c'est pour ce pôle-là. Alors, les pôles masculins, pareil, je développerai tout à l'heure, mais pourquoi je voulais évoquer la grotte de Massabielle, c'est que plusieurs conférenciers ont fait référence aux Celtes. Et là, je suis en train de vous faire croire que tout ça a été réalisé au Moyen-Âge par les rois des Templiers, mais il y a des lieux qui étaient déjà bien avant. Puisque le point de départ ici, c'est un dolmen. C'est un dolmen qui s'appelle Na Christiana. Donc évidemment, les chrétiens en ont fait la traduction, le dolmen de la chrétienne. Mais non, un dolmen, il n'y avait pas de christianisme à ce moment-là. Donc c'était dédié à la déesse Anna ou Dana, qui est la déesse des abysses. Et vous verrez que c'est important de savoir quel était son rôle, puisque c'est le point de départ, donc on part des abysses. Il s'agit d'un chemin initiatique, donc on part du trou noir. Il y a évidemment la même distance entre le dolmen de Na Christiana et la grotte de Massabielle qu'avec le dolmen et la grotte de la Sainte-Baume, enfin l'endroit dont je vous ai parlé à la Sainte-Baume. C'est équidistant exactement. Ils ont fait une petite erreur, sans fermer le dolmen, parce qu'on n'est qu'à 652 mètres d'altitude. Mais bon, hein, on peut pardonner. Bref. Et on verra la logique, mais à chaque fois, donc, on a masculin, féminin. Alors, Massabielle, si vous êtes habitué aux jeux de mots, aux jeux avec les syllabes, la langue des oiseaux, etc., si vous inversez les syllabes, vous trouvez la déesse celte dont il était question. Et si vous aviez un peu de mémoire, vous vous rappelez que notre ami Umberto en a parlé, me semble-t-il. Massabielle, inversé. Belisama. Donc la grotte de Massabielle, qui est devenue aujourd'hui la grotte de Lourdes, était très probablement un lieu de culte à la déesse Belisama bien avant. Et c'est ce lieu-là qui fait partie du message, on va dire, toponymique. Alors, la Vierge Marie est quand même dans le message, mais malheureusement sur un lieu dont on voit aujourd'hui dans l'actualité qu'il a été dévoyé, parce qu'il s'agit de Bétaram. Si vous suivez l'actualité, vous savez tous qu'on parle de Bétaram pour des mauvaises raisons. Il se trouve que Bétaram se trouve également à 666 km,6 de l'île de la Cité. On se demande si l'actualité est directement liée à certains hasards ou certaines choses qu'on veut nous faire comprendre. Pourquoi pas? Avançons. Alors oui, donc là on a vu une logique d'endroit en endroit que je développerai dans certaines autres diapos. On a aussi une logique en termes d'altitude. Donc je vous ai dit que le dolmen Na Christiana était à 652 mètres. On va arriver ici à ce que j'appelle le lieu de la rencontre, parce qu'évidemment masculin et féminin finissent par se rencontrer. C'est un lieu qui s'appelle l'Aubrespi, qui est à 666 mètres d'altitude, et à 666 km,6, non pas de l'île de la Cité, mais d'un lieu qui s'appelle la rue Saint-Pierre. Et comme vous le savez, Saint-Pierre, ce sont les clés du paradis. On a vu plusieurs fois des représentations, il va revenir tout à l'heure. On arrive celui-là n'a pas tellement d'importance, mais c'est un des deux traits blancs au milieu de l'étoile, vous avez vu, qui est à 666 mètres. Le loquet des enfers, le guet, la blanchisserie, c'est 166 mètres. Et la rue Saint-Pierre, c'est 66 mètres. Donc au plus on ascensionne, au plus on se rapproche de la source ou du zéro.
mais toujours sur la base de 66. C'est amusant quand même. Et là, c'est vraiment les points exacts que je suis en train de vous citer là. Donc c'est une ascension qui réunit tout ça et qui est quand même assez amusante à découvrir. Et évidemment, ceci passe par le village d'Opoules-Périos, dont Mathieu vous a parlé tout à l'heure, qui fait partie de ce paysage-là. Cerise sur le gâteau. Alors c'est une grosse cerise et un gros gâteau. Quand on s'amuse à compter le nombre de kilomètres qui séparent les points masculins et féminins sur les 4 côtés de cette grande croix, voici ce qu'on obtient. Donc la grande croix, c'est l'axe bleu là, que vous voyez là, et ici. Vous avez entre la plage de Locris et le Mont-Saint-Michel 242, 177, 141, 106, 242. Donc c'est improbable, ce ne sont pas les mêmes distances. Sauf que le résultat fait également 666 km. Donc vous pouvez croire que c'est dû au hasard. Personnellement, je n'arrive pas à croire que ça puisse être dû au hasard. Donc ça, c'était les côtés, on va dire, mathématiques, distance, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même plutôt ce qu'on peut faire de cette affaire-là. Juste pour petit clin d'œil, la nature s'est amusée à contribuer, ou alors les humains se sont amusés à choisir des endroits naturels qui pouvaient servir leur symbolisme. Et vous avez, par exemple, tout en haut de l'axe vertical, alors ça c'est l'embouchure de la rivière AA. Il faut savoir qu'il y a un canal là, qui a été réalisé il y a quelques décennies et que l'embouchure initiale, elle était là. Donc l'embouchure initiale, elle a été décalée d'à peu près 1 kilomètre. Bon, alors manque de bol, ça, c'est la centrale nucléaire de Gravelines. Bon, c'est pas très marrant comme symbolisme, mais au moins on a la rencontre de l'eau, la mer, la terre, l'air, parce que là-bas sur la plage, je peux vous assurer que ça vente pas mal. Et puis, la centrale nucléaire pourrait représenter un potentiel feu. Alors, petite anecdote, j'ai fait toutes ces lignes, plusieurs fois pour certaines d'entre elles. Et j'ai fait donc la ligne nord-sud une fois, et je suis arrivé avec une copine, qui comme par hasard était à l'école Notre-Dame de Sion, et on arrive le 25 novembre, donc le 25 novembre c'est la Sainte-Catherine, et sur les plages du Nord, je peux vous garantir qu'il n'y a pas grand monde le 25 novembre. Il y a du vent, voilà. Bon. Et là, ce jour-là, il y avait un semi-marathon sur la plage. Et très exactement à l'endroit où se termine cet axe vertical sur la France, il y avait un poste de secours. Et ce poste de secours, j'arrive, je vois le blouson du secouriste. C'était la Croix des Templiers, reprise par l'Ordre de Malte. Donc c'était des secouristes de l'Ordre de Malte. C'est assez étonnant. Et vous verrez qu'il y en a une autre du même genre sur un voyage sur une autre ligne. Donc là, vous voyez, la petite forme qu'on peut considérer comme ce graffiti qu'on faisait quand on était gamin. Là, ici, je me déplace. Ça, le dolmen da Cristiana, il est là. Là, c'est la frontière espagnole. Vous voyez une vallée qui ressemble à un dessin d'une gravure alchimique qui est en face de la Lune dans cette gravure alchimique. Donc, on a la naissance à travers, évidemment, le sexe féminin. Et comme par hasard, cet endroit s'appelle le Pertus, et le Pertus, ça se traduit par la percée, ou le passage. Voilà. Ce qui est amusant aussi, c'est que donc là, on a la ville du Pertus, que ce dolmen da Cristiana, qui est donc le point de départ véritable pour moi de ce message templier, il se situe dans un village qui s'appelle Saint-Jean de l'Albert, et sur une montagne qui s'appelle le Pig, San Cristao, qu'on peut traduire par Saint Christophe. Et je m'appelle Christophe Jean. C'est marrant aussi, hein? Alors, petit clin d'œil, je vous ai parlé des correspondances avec le tarot. Vous connaissez pour beaucoup d'entre vous les arcanes. Vous voyez un peu ici la forme qui est en bas de la table de l'arcane numéro 1, le battleur. On retrouve cette même forme. Et si vous faites l'axe vertical, on passe par la table là,
vous voyez certains objets sur la table qui ont une connotation masculine évidente. Hein. Et tout en haut, de cette rencontre entre cette forme et cette forme-là, on a l'unité. Cette unité qui est également correspondante à le Lemniscate, l'infini. C'est pas mal. Et ça aussi, on le retrouve sur la France, vous voyez. Alors, autre contribution de la nature, je vais passer vite parce qu'on va le trouver plusieurs fois. Là, ici, il y a un point qui est aussi intéressant. On a exactement la même forme de vallée et le point se trouve en haut de cette, on va dire, vulve symbolique dans la nature, relié à un point masculin par 66 km,6. La grotte de Massabielle se situe ici. Vous voyez la forme, ça c'est le gave de Pau. On retrouve une anse tout à l'heure avec cette forme-là. Et alors c'est encore plus flagrant quand on regarde la forme de la grotte de Lourdes. Et là, donc si vous faites, vous allez de l'autre côté, on arrive à la Sainte-Baume. Ah, ciel horreur. Et vous voyez, on retrouve encore une fois la même forme. Je vous disais que la grotte est ici, 667 km,2 l'île de la Cité, et le point exact entre la Magdala et le plan se situe ici. Et on retrouve exactement la même forme. Je ne vous les fais pas toutes, mais il y en a une dizaine comme ça. Donc la nature, je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, on trouve ça, et c'est assez surprenant. Oui, je ne peux pas rater celle-là quand même, puisque je vous ai parlé plusieurs fois de l'île de la Cité, qui est quand même au centre de la croix, et dont nous parlait notre camarade Éric. Eh bien, regardez la forme de l'île de la Cité, et le point central, en fait, c'est la Sainte-Chapelle. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, hein, voilà, ça me paraît assez clair quand même. Hein. Donc là, on est au point central de cette croix, de ces deux croix d'ailleurs, la croix de Roi et la croix des Templiers, la croix de lumière. Et bon, un petit moment culturel, Gustave Courbet, l'origine du monde. Ça, c'était pour les contributions de la nature. Rentrons maintenant dans l'évolution proposée par ces deux messages dans les rapports entre le masculin et le féminin, et aussi entre hommes et femmes. Le premier message, donc celui que je nomme la Croix des Rois, celui qui est réalisé par les bénédictins et la famille royale, va donner lieu à deux triangles qui vont s'enlacer, et on retrouve une forme dont vous a parlé Umberto, qui est donc ce qu'on appelle le rhombus, et le rhombus est le nom, on va dire, géométrique de la Vesica Pisces dont Umberto vous a parlé. Donc ça, vous l'avez déjà vu hier, hein, je ne le redis pas, et donc le rhombus est considéré comme l'élément masculin à l'intérieur des courbes féminines. Dans les lignes que je trace, vous avez donc un triangle que je considère comme masculin. Pourquoi? Parce que le Mont Saint-Michel et Saint-Jure, donc Saint-Georges, hein, sont des chevaliers masculins. Et vous avez en bas l'autre triangle formé par, à sa base en tout cas, la grotte de Lourdes, donc aujourd'hui dédiée à Marie, mais auparavant dédiée à Bélisama. Et de l'autre côté, la Sainte-Baume, dédiée aujourd'hui à Marie-Madeleine, mais qui était probablement un lieu de culte à la déesse Damona, qui est la déesse du soin chez les Celtes. Et donc, la rencontre de ces deux triangles forme ce rhombus, donc ce losange, qui correspond à l'ère des poissons. Et vous savez tous que nous sommes en train de sortir de l'ère des poissons et qu'une nouvelle ère s'ouvre. Et que dans cette ère des poissons, eh bien, nous avons tous vécu des difficultés entre notre yin, notre yang, entre hommes et femmes, et on est encore en plein dedans. Et il faut passer du rhombus à autre chose. Parce que ce rhombus est une illustration, en fait, des séparations entre hommes et femmes et des séparations des rôles qu'on a voulu leur donner. Donc, ce dessin, ce qu'on pourrait appeler une scène de crucifixion sur la France. Vous avez une croix, et vous avez les deux saintes femmes représentées donc par les lieux sur lesquels elles sont. Marie, Marie-Madeleine. Donc ça, dans l'art, depuis des siècles et des siècles, on a ces scènes de crucifixion.
Et donc, évidemment, on a fait passer, vous savez, on en parlait plusieurs fois de Marie-Madeleine pour l'amoureuse, la prostituée, l'impure. En fait, c'est l'initiatrice. Mais ce sont deux volets du féminin qui sont simplement, encore une fois, plusieurs personnes l'ont évoqué, mais des facettes tout à fait naturelles. Et je vais ajouter ici la rue Saint-Pierre dont j'ai parlé, ce qui nous démontre bien que toute cette partie-ci est plutôt liée au masculin et que ce triangle-ci, ou cette partie-ci, puisqu'on va rajouter, alors Sainte-Anne, pourquoi Sainte-Anne? Parce que la déesse Anna, dans le christianisme, est devenue Sainte-Anne. Voilà. Donc là, on a le triangle féminin et le triangle masculin. Et vous allez voir qu'à un moment, il va se passer des choses quand même. Donc, cette séparation, vous avez le masculin représenté par l'axe Mont-Saint-Michel-Saint-Jure, qui est un masculin qui est actif, qui est au service. Donc il protège l'âme, là il protège sa belle, et on a une séparation également, donc masculin en haut, féminin en bas. Alors le féminin, j'ai évoqué Bétharame, j'ai un peu parlé de Saint-Maximin, pareil, on a Saint-Maximin à côté de la grotte de la Sainte-Baume, donc les deux côtés, hein, c'est Marie-Madeleine là. Et donc ce côté-ci, Saint-Jure a beau être légendaire, mais c'est un humain, relié à Marie-Madeleine, qui est humaine dans l'histoire qu'on lui a fait porter. Et de l'autre côté, on a deux personnages, on va dire, plus célestes, hein, Saint-Michel, qui est un archange, et Marie, donc Marie, mère de Dieu dans le dogme catholique, qui a beau être une humaine, mais c'est quand même une humaine divine, hein, la grande mère. Donc là, on a également cette séparation entre le masculin et le féminin terrestre et le masculin et le féminin céleste, qu'on pourrait éventuellement appeler sacré. Et alors sur ce sujet-là, moi je suis d'accord avec, je crois que c'est Lilios qui dit ça, ou d'autres d'ailleurs l'ont évoqué, je pense qu'il n'y a pas de sacré dans l'absolu. Il n'y a de sacré que ce que nous sacralisons nous-mêmes. Et donc c'est la façon dont, à l'intérieur de nous, par le cœur, par l'intuition et par l'évolution intérieure, dans la façon dont nous sacralisons les choses, qu'on les rend sacrées. Je ne pense pas qu'il y ait du sacré dans l'absolu. Néanmoins, il y a de l'invisible qui nous dépasse, évidemment. Alors, voilà pour cette séparation. Et là où c'est amusant, c'est d'en arriver au chemin de réunion. Il faut sortir de ce rhombus pour parcourir un chemin qui va nous amener à d'autres représentations. L'étoile à 6 branches que vous avez vu tout à l'heure, par exemple. Et ce chemin-là, on le trouve très 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 vite résumé dans une gravure des Rose-Croix du XVIe siècle. Vous avez ici le masculin représenté par un épi de millet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du millet, mais c'est très évocateur, c'est une tige très droite. Et le féminin, dans cette gravure Rose-Croix, rosicrucienne, est représenté par une rose. Entre les deux, la rencontre du millet et de la rose, c'est le phénix qui renaît de ses cendres et qui nourrit ses petits. Et vous avez la grotte de Massabielle, l'Orda, Lourdes en berbère, vous savez que les musulmans étaient installés là-bas, l'Orda, ça veut dire la rose. Sur la route, le point masculin est une ancienne commanderie templière, dans laquelle, comme par hasard, je me suis retrouvé dans un stage tantra, à cet endroit-là exactement, voilà. Et puis, son ancienne commanderie templière, et Milas, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'épi de Milet. Donc vous avez sur cet alignement-là la représentation géographique de ce symbole-là. Et il arrive à le mont que j'ai nommé tout à l'heure, l'Aubrespi, donc 666 mètres d'altitude et 666 km des portes du paradis, la rue Saint-Pierre. Rebingo, le début de mes aventures commence, une fois de plus, dans un stage tantra, très exactement à 150 mètres du sommet de l'Aubrespi, qui est le lieu où, à chaque fois, les points masculins et féminins se rencontrent. Et si vous connaissez le tantra, vous savez que c'est une rencontre yin-yang. D'accord? Donc, fatalement, je suis bien obligé de comprendre que l'univers me met des coups de pied aux fesses, et si je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est que je suis vraiment réfractaire au hasard, qui n'en est évidemment pas un. Alors, ça, c'est un élément du socle. Je l'ai séparé parce que il y avait cette gravure rosicrucienne dont je viens de vous parler.
Mais sur les autres côtés du socle, on va trouver la même chose, figurez-vous. Donc, je ne reprends pas ça parce que je viens de vous en parler, mais de l'autre côté, donc on va partir toujours de Na Christiana, on suit les lignes. Et puis, ici, Na Christiana, les abysses, on passe par Argelès. Argelès, c'est l'argile. Je vous rappelle que l'humain naît de l'argile, qui correspond d'ailleurs à cet endroit-ci, Orgex sur l'autre ligne. Orgex, ce sont les eaux impures. Donc pareil, on passe par des eaux impures, on passe par la naissance de l'humain à travers l'argile, selon la légende évidemment, et on avance vers le lieu du féminin. Donc ici Marie, et là Marie-Madeleine. La Sainte Baume, la Magdala, donc représentant ici le féminin terrestre, et là le féminin céleste ou sacré. On prend cette ligne qui nous amène au mont de l'Aubrespi, on passe exactement sur la ville de Sète. Alors Sète, plusieurs personnes nous en ont parlé. Ici, il ne faut pas prendre référence au Sète égyptien. Il faut prendre référence à un autre Sète. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet autre Sète ? Exactement. Vous savez que vous avez tous entendu la légende biblique, Caïn et Abel, Caïn et Abel, et un des deux frères tue l'autre. Donc évidemment, Ève, pas contente du tout, elle dit, il me faut un autre fils. Donc ils ont un autre, tout ça c'est de la légende, bien entendu. Il me faut un autre fils. Et ce fils c'est Seth. Donc c'est le Seth biblique. Mais ça tombe bien, parce que rendez-vous compte que selon cette légende-là, nous serions tous les descendants d'un assassin. Donc évidemment, la mythologie hébraïque ne pouvait pas se permettre que nous soyons tous descendants d'un assassin. Donc Seth, ce Seth-là est considéré comme le père de l'humanité. Comment ? Et donc, c'est assez marrant de constater que Marie-Madeleine, ou Damona chez les Celtes, rencontre le père de l'humanité sur sa route et arrive à l'Aubrespi, qui est ce point de jonction du masculin et du féminin. Donc vous voyez, cette logique, elle est absolument hallucinante parce qu'elle se reproduit des deux côtés. Mais elle se reproduit également sur la partie verticale de ce socle-là, un tout petit peu plus complexe. Donc le pertus que j'ai évoqué, la percée, donc, qui correspond à la naissance physique, Na Christiana, j'ai évoqué les abysses, donc l'inconscient. On arrive sur le château d'Opul-Périos, et ça, Mathieu ne vous l'a pas dit, mais ce château s'appelle le château de Salveterra, la terre sauvée. Et donc, ce château-là, qui lui aussi est à 666 km de l'île de la Cité, il ne faut pas se contenter que du code postal. Donc, Salveterra, il y a un roc à côté du château qui s'appelle le roc Rodon, dont je parlerai tout à l'heure, mais donc c'est un point masculin. Donc je considère ça comme le masculin salvateur. On passe par Aigues-Vives, puisqu'on est sur le fleuve de cristal, donc il fallait quand même quelque chose qui évoque l'eau. Et là, pour moi, Aigues-Vives, il s'agit du féminin qui donne vie, les eaux d'en haut. Vous savez que dans la culture juive, il y a deux eaux. Il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est la naissance du monde, elle est liée à ces deux formes d'eau-là. Donc c'est ce qu'on retrouve avec le féminin des profondeurs et les eaux d'en haut ici à Aigues-Vives. Et encore une fois, le point de rencontre de tout ça, c'est ce mont-là. Donc cette logique-là, elle est imparable. Et ça, on la trouve dans la toponymie. Mais vous vous rendez compte qu'il faut un peu de culture, de différentes traditions pour comprendre ce que ça peut être. Alors, voilà, là on va arriver sur mon parcours de l'autre ligne de cette grande croix. Je vous rappelle la croix templière, les hospitaliers quand j'arrive là. Mais je vais aussi parcourir cette ligne-là en entier. Donc de l'Au-Christ à, allez, puisque ça apparaît, il faut bien que je vous le dise, un village qui s'appelle Mottern. Donc c'est de l'alsacien, si je parlais anglais, je dirais Mottern. Mais en alsacien, on ne prononce pas le TH comme en anglais, donc c'est Mottern. Et Mottern, pas besoin de traduire, vous savez de quoi je parle, c'est la mer. Et il se trouve que, donc je vous ai dit tout à l'heure, que la plage à l'Au-Christ est une création templière avérée. C'est un village créé par les Templiers, de façon sûre et certaine. Et à Mottern, de façon sûre et certaine aussi, vous avez le passage de Bernard de Clairvaux qui va venir prêcher la seconde croisade.
Donc il ne passe pas là par hasard non plus. Hein. Okay, et donc, parce que ce message est à la fois lié aux Templiers, mais aussi aux Cisterciens, peu importe. Là, en fait, comme j'ai fait des correspondances avec les Celtes, Mottern, dans le temps, s'appelait Matra. Et Matra, c'est la déesse celte de toutes les eaux. C'est la grande mère celte, on va dire. Mère de toutes les eaux, de toutes les sources, qui correspond à Vénus. Et donc là, ici, on part de Lochrist, port slogan, qui voulait dire également le port de la lumière, le port de Lug. Donc Lug, le haut dieu du panthéon chrétien, du panthéon celte, pardon. Et ici, on arrive à la déesse de toutes les eaux. Donc, c'est en fait c'est cette ligne-là qui m'a mis la puce à l'oreille de tout le reste. Au point de départ, voilà, c'est un petit fascicule qui s'appelait Le Christ sur la France. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, mais ce n'était pas juste. Et en fouillant, en traçant des lignes, etc., je suis tombé sur cette correspondance, le Christ Mottern. Et tout en haut, l'embouchure de l'A-A, A-A, vous avez Abba en araméen, père, Ain Sof Aor, comme tu nous l'as dit, Eva, hier, Aqua, l'eau, etc. Donc l'embouchure de l'A correspond à la source, à Ain Sof Aor, etc. Donc, et correspond au père. Donc j'ai le père, le fils et la mère. Sauf que si vous savez un petit peu ce qu'était le Saint-Esprit dans le temps, le Saint-Esprit était féminin. Donc la mère, en fait, Mottern, correspond dans la Trinité chrétienne au Saint-Esprit. Donc là, on retrouve, et comme par hasard, sont quasiment les points extrêmes du territoire français d'aujourd'hui. Donc ce qui est étonnant, c'est que ceci est réalisé au XIIIe siècle. Ce sont quasiment, en dehors à la pointe de Corsen, hein, Mathieu, comme tu le disais, mais on est quasiment sur les points extrêmes du territoire d'aujourd'hui. Bon. Et alors, sur cette ligne-là, entre l'île de la Cité et Mottern, on va trouver donc Saint-Georges sous le nom de Saint-Jure, hein, Saint-Turgen, et on a une succession de villages exactement sur la ligne. Et cette succession de villages, vous avez le village de Secours, le village de Destry, le village de Volksberg, pour arriver à Mottern. Qu'est-ce que ça raconte? Vous avez Saint-Georges monté sur son destrier qui va secourir la dame Mottern. Et quand Saint-Georges a tué le dragon, donc évidemment le dragon il s'agit de l'ego, et la dame il s'agit de son âme, donc le combat de Saint-Georges est contre son ego pour sauver son âme. Et quand il a réussi ce combat-là, il montre la tête du dragon en montant sur une montagne, qu'on retrouve ici à Volksberg, la montagne du peuple. Donc encore une fois, tous ces noms de villages ne peuvent pas être dus au hasard. Ah, c'est complètement impossible. Et quand je parcours cette ligne-là, au moment où j'arrive à Mottern, je me mets en méditation devant le Rhin. Donc on est à 500 mètres en dessous de Lauterbourg, hein, comme Mathieu l'évoquait. Je me mets en méditation à cet endroit-là. Et là, à un moment, un bruit de moteur diesel vient perturber ma méditation. Donc je suis un peu mécontent parce que j'ai quand même parcouru une ligne masculin-féminin sur la totalité de la France. Je dis, quel est ce bruit de moteur diesel qui vient m'emmerder? Et voici la péniche qui apparaît. Vous disiez au fond, elle s'appelle Harmonie. Quand même, hein? Donc à chaque fois que j'arrive au bout d'une ligne, il m'arrive des petits clins d'œil assez étonnants. Voilà. Alors, maintenant, nous allons arriver dans les trésors de l'Union. Les trésors de l'Union sont les symboles majeurs qu'on peut tracer avec ça, et ces symboles qui font évoluer notre ère des poissons, donc le rhombus, vers d'autres symboles que vous voyez là, mais qu'on va développer. Donc, nous avons évidemment la possibilité de tracer une étoile à 6 branches. Non, je vous ai parlé de la ligne centrale tout à l'heure, correspondant à ce verset de l'Apocalypse, je lui donnerai l'étoile du matin. Et puis, nous allons arriver également à pouvoir tracer le Graal, mais celle-là, je vais vous la détailler après. Allez, celle-ci. Celle-là, je l'aime bien, et Violette l'aime bien aussi. Donc, qu'est-ce qui nous montre qu'il y a une ascension nécessaire? On va garder le triangle masculin, c'est le même, il ne bouge pas, et il a la pointe en bas. Messieurs, hein, c'est une invitation, vous comprenez le message. Hein.
Et donc, ça correspond à ce que nous a dit Laurence tout à l'heure. Vous voyez, l'énergie pour les hommes, elle est dans le sens descendant. Donc ce triangle-là, traditionnellement, on dit le triangle masculin, il a la pointe en haut. Mais non, là, ça correspond plutôt à l'énergie que Laurence a évoquée tout à l'heure. Donc ce triangle masculin, il a la pointe en bas. Donc, je ne vous dis pas les pointes, vous les connaissez maintenant. Et donc, nous avons initialement le triangle féminin. Pareil, je ne vous le redécris pas, vous le connaissez maintenant, vous l'avez vu plusieurs fois. Mais la clé de l'ascension, c'est le passage par la porte du paradis. Il faut donc que ce triangle passe par la rue Saint-Pierre. Et si ce triangle passe par la rue Saint-Pierre, il fait son ascension. Il fait son ascension et ça va donner ceci. Et c'est là qu'on passe du rhombus à l'étoile. C'est donc quand le féminin ascensionne, va rencontrer sa dimension céleste, qu'il peut constituer cette union et que la séparation commence à devenir union. Et donc, vous voyez ici les deux clés de Saint-Pierre. On peut donc considérer que la clé or et la clé argent sont également symboliques du masculin et du féminin, qui se rencontrent. Saint-Pierre a toujours ces deux clés-là dans la main. Donc moi, je m'amuse, je pense que c'est une interprétation plausible, que les deux clés de Saint-Pierre sont aussi la clé du paradis à travers le masculin et le féminin. Alors, il faut quand même que je vous dise la magie de ce triangle ascensionné, parce que qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai cherché si, en refaisant des lignes de 666 km, je ne tombais pas sur des points intéressants. Et il se trouve que là, quand j'ai fait ascensionner ce triangle féminin, nous sommes un petit peu en dessous d'une ville qui s'appelle Montendre. Donc, quand le masculin et le féminin s'unissent, on arrive à Montendre à cet endroit-là. Et le lieu exact, 2 km en dessous de Montendre, dans le temps, ça s'appelait Naissant. Le nom a changé aujourd'hui. Alors, c'est terrible parce que le nom d'aujourd'hui, c'est un petit lieu-dit, il s'appelle Tiens-tu bon. Ouais, vous voyez, donc on passe de la naissance à Tiens-tu bon. Bon. Je vous laisse traduire là où on est arrivé. Hein. Bon. Et donc, Naissant, excusez-moi, mais c'est sur la carte, c'est à côté d'un lieu-dit qui s'appelle Le Nic. C'est pas mal quand même. Hein. Et à côté d'un lieu-dit qui s'appelle le Terrier de Marie. Voilà. De l'autre côté, on a toute une série de lieux qui sont des lieux à connotation templière. La montagne de l'Épine, l'Épin, et alors le Pinet, excusez-moi, c'est aussi sur la carte, et Vergenucle. On peut difficilement être plus clair, hein, d'accord? Et là, comme ce n'était pas suffisant pour comprendre, il a fallu qu'ils inventent une légende à cet endroit-là. Et la légende veut qu'il s'agit de deux petites îles sur le lac d'Aiguebelette. La légende, c'est, voilà, Jésus arrive, il est déguisé en mendiant, il tape à toutes les portes. Évidemment, personne ne veut lui ouvrir, sauf deux femmes, une mère et sa fille. La mère va offrir le gîte et la fille va offrir le couvert. Donc deux femmes, sauf Jésus, mais qui était déguisé en mendiant. Le lendemain, Jésus s'en va et dit, puisque vous m'avez sauvé, vos maisons seront sauvées de l'inondation future. C'est une légende, bien entendu, mais en fait, la légende est claire. Si le féminin accueille le masculin, il est sauvé. Voilà. Donc ce n'est pas l'intermédiaire de cette légende qu'on comprend le sens de ce lieu-là. Et alors, bon, l'Épin, l'Épine, la montagne de l'Épine, il faut savoir que les Templiers avaient une vénération pour Notre-Dame d'une partie, mais également pour l'étoile Spica, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge. Donc Spica se traduit en français par l'épi ou l'épine. Voilà, donc on a aussi une référence à Notre-Dame et à la Vierge. Alors voilà pour cette petite magie de l'ascension. Et le trésor suivant, bon, je l'ai évoqué, c'est le Graal, mais avant d'arriver au Graal, il faut faire le chemin du chevalier servant. Il faut donc passer par l'épée du roi Arthur, Excalibur, l'épée dans la pierre. Et donc, avec ces lignes-là, donc ça c'est un graffiti qu'on trouve dans la forteresse de Dôme, dans laquelle les Templiers ont été emprisonnés au moment de leur arrestation.
Et donc, on peut imaginer que ceci pourrait représenter une épée. Pourrait, hein, c'est une interprétation, encore une fois, ça n'engage que moi. Hein. Pourquoi? Parce que Saint-Michel, Saint-Georges, Saint-Pierre ont tous les trois la caractéristique d'être des porteurs d'épée. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que Saint-Pierre, au moment de l'arrestation de Jésus, il tire l'épée et il coupe l'oreille d'un officier romain. Donc on a trois porteurs d'épée, ce qui m'autorise à imaginer que ça puisse être une épée. Bon, pourquoi pas. Donc, mais qui dit épée dans la pierre, qui dit quête du Graal, qui dit roi Arthur, il faut qu'il y ait le rocher. Eh bien, on va le trouver où, le rocher? Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le rocher qui se trouve à côté de Salve Terra, la terre sauvée, qui s'appelle le roc Rhodon. Et dans la 3e ou 4e légende du Saint Graal, qui s'appelle la quête du Saint Graal, écrite par un moine cistercien, on a ceci, on a la référence à une épée qui est enfichée dans un bloc de marbre rouge. Que veut dire roc Rhodon? Le roc rouge ou le roc rose. Et il se trouve que tout en haut, là, Gravelines a été créé par qui? Thierry d'Alsace et Philippe d'Alsace, qui, comme le nom ne l'indique pas, sont les comtes de Flandre. Mais il faut savoir que c'est Philippe d'Alsace qui va être le mécène de la légende du Graal. C'est lui qui va commander à Chrétien de Troyes la première légende du Graal. D'accord? Et donc, nous avons ici une ville créée par le créateur du Graal également, à cet endroit-là. Et le père Thierry d'Alsace va choisir de vivre et de finir sa vie là, qui à l'époque c'est un tout petit truc à peine fortifié. Donc le plus grand comte du nord de la France actuelle et de la Flandre choisit de finir sa vie là. C'est quand même assez étonnant. Et donc nous avons ici donc le mécène de la légende du Graal, et nous avons ici un roc Rhodon qui correspond à l'épée enfichée dans la pierre. Bon. Et alors, un jour, il m'arrive plein de choses étonnantes. Un jour, ma petite voix me dit, je me suis beaucoup occupé de vrais blasons, parce que les vrais blasons sont des cartes de visite, et j'ai beaucoup travaillé sur qui, quoi, comment, quelle époque, etc. Puis un jour, ma petite voix me dit, mais va t'intéresser aux blasons légendaires des chevaliers de la table ronde. Et certains d'entre vous le savent, le seul et unique chevalier de la table ronde qui trouve le Graal, c'est justement dans cette 3e ou 4e légende, c'est Galahad. Perceval va le voir passer, donc la première légende, mais il n'en fait rien, il ne comprend pas. Donc c'est Galahad. Et il se trouve que, je vous raconte l'anecdote, et je suis à Toulouse dans un congrès de ce genre, et ma petite voix me dit, va parler à cette jeune femme. Alors vous voyez mes poils blancs, hein, donc je sais que quand je parle aux jeunes femmes, je reste en mode moine japonais. Et donc, néanmoins, comme ma petite voix, j'ai l'habitude de l'écouter, dit, allez, j'y vais. Et vous savez comment on se présente, on ne sait pas de quoi parler, elle dit bonjour, d'où tu viens? Elle ne sait rien de moi. Je ne suis pas encore conférencier sur ce sujet-là à ce moment-là, je suis juste en début de ma quête. Et elle me dit, bah écoute, voilà, je suis embêté, là je viens juste d'atterrir d'Amérique du Sud, j'ai fait des cérémonies chamaniques, et ils m'ont donné une poterie, et ils m'ont dit, c'est ton Graal, et tu dois revenir dans ton pays et faire ce qu'il faut avec ton Graal à toi. Je dis, j'ai rien compris, je ne sais pas ce qui se passe, etc. Donc moi, dans ma tête, je dis, ah ok, je comprends pourquoi ma petite voix me dit, va rencontrer cette femme-là, puisque je suis moi-même sur la piste du Graal. Donc, je dis, bah, il faut qu'on aille plus loin dans la conversation. Sauf que les conférences reprennent, donc la pause d'après, je me rapproche d'elle, je dis, oui, mais bon, et avant d'être nomade, t'étais où? Et là, elle me dit, oh, je suis du côté de l'île. Elle dit, bah moi aussi. Et là, je sens la jeune femme qui dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, papy, là? T'as pas vu la différence d'âge? Il y a un problème? Donc je sens qu'il y a une barrière énergétique qui se met, vous savez, le genre, mais il faut arrêter de me causer, là. Et donc je lui dis, donc elle continue, elle dit, non, mais c'est pas tout à fait l'île, c'est un peu en dessous. Elle dit, bah, c'est quoi? Elle dit, c'est Seclin. Je suis né à la maternité de Seclin. Créé par qui? Par la comtesse de Flandre, fille de celui qui a écrit, qui a mécéné le Conte du Graal. Ah, ça commence à devenir intéressant. Hein. Et donc, même topo, barrière énergétique. Non, 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 c'est pas Seclin, c'est un village en dessous. Et bah, lequel? Gondecourt. C'est mon village d'enfance. D'accord?
Et là, on commence à être un petit peu choqué. Hein. Vous vous dites, oh là, il y a un truc à l'œuvre qui est un peu étonnant, quoi. Donc, on commence à avoir la larme à l'œil. Là, elle commence un peu à se détendre. Elle dit, OK, je comprends pourquoi papy vient me parler. Et donc, je dis, où tu habitais dans le village? Il se trouve qu'elle habitait sur les prairies qui étaient les propriétés de mes grands-parents, moi, que je jouais quand j'étais gamin. Ma famille avait vendu les terres, c'était devenu des lotissements, elle habitait dans ce lotissement-là. On est à Toulouse. Je vous parle d'un village qui est à côté de Lille. La conférence se termine, on s'en va, on prend nos coordonnées. Le lendemain, je lui envoie la photo de ma maison d'enfance. Elle connaissait, puisque c'est à côté du quartier. Elle me répond, mais je connais très bien la maison, je suis allé souvent, c'était la maison de mon copain d'école. Et c'est là que je vais revenir à Galahad. Quelques semaines après, ma petite voix me dit, va regarder les blasons des chevaliers de la table ronde. Et là, vous voyez le blason de Galahad. Voilà. Ah oui, ben ça j'y viendrai après. Et voici le blason de mon village d'enfance. Elle et moi étions nomades, d'où les coquilles Saint-Jacques de Compostelle. Donc c'est quand même assez amusant de constater qu'on est quasi similaire au blason de Galahad. Et que vous allez voir après que je m'autorise à penser que le Graal dessiné sur la France, c'est moi qui l'ai trouvé. Je rigole évidemment. Hein. Bref. Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais il faut quand même. En bas de l'Aubrespi, il y a un petit hameau. Donc l'Aubrespi, le mont de la rencontre. Le lieu de la rencontre du masculin et du féminin. Le lieu des trois lignes du socle qui se rejoignent. Le hameau qui est en bas s'appelle Copujol. L'union dans la joie. C'est magnifique, c'est magique. Waouh, c'est vrai, waouh, là il faut... J'ai pas tendance à faire ce genre de choses. Donc encore une fois, vous voyez que tous qu'autant qu'on est, on vous décrit des magies absolument impossibles, quoi. C'est chacun avec son angle, on tombe sur des trucs improbables. Et alors donc, pour terminer, évidemment, le Graal. Évidemment, encore une fois, c'est interprétatif. Hein. Je prends un certain nombre de lignes et avec ces lignes-là, je décide que c'est une coupe, quoi. Mais plausible avec tout ce que je vous racontais, le Rocrodon, la légende du Graal, etc. Donc ici, à la base du pied, cette partie-là, donc la Christiana, Massabielle, la Magdala, c'est l'invitation à l'union, et donc vous vous rendez compte que c'est le féminin qui est la base du Graal. Il faut donc passer par le féminin pour retrouver notre Graal. Premier message. Ensuite, le pied, donc dans un ciboire, le pied c'est cette partie-là, là. Donc la base du pied c'est en dessous, quoi, hein, d'accord. Donc le pied c'est ça. Ici c'est le début de la rencontre entre masculin et féminin. Donc on a la pointe du triangle masculin et on a les bords féminins. Traduisons. Pour que notre Graal intérieur ait un fondement solide, il faut que le féminin prenne pied, doit oser s'affirmer. Je n'ai pas dit prendre son pied. Hein. L'hexagone central, qui correspond à celui de l'étoile à 6 branches, bien entendu, un hexagone, donc celui-ci, hein, représente la perfection, la création, et c'est l'archétype de l'âme du monde, dont dans la minute qui vient, je vais vous lire des extraits des messages de l'âme du monde. Ah. Et l'intérieur de la coupe, donc, qui est constitué par cette partie-là du féminin et cette partie-là du masculin, eh bien, le masculin doit se faire réceptacle de ce qui vient d'en haut, prendre conscience de ce qui se trouve en plein cœur. Quant au féminin, il doit se hisser vers le ciel pour élargir encore ses potentialités d'ouverture du cœur et d'accès à l'essence de soi. Cet endroit-ci, dans un ciboire, donc un ciboire c'est pour les hosties, un calice c'est pour le vin, ça s'appelle, excusez-moi encore une fois, ça s'appelle le nœud. Et sur la France, le nœud correspond à coquin, corps, contre, le loquet des enfers. Je n'ai pas besoin de traduire le message, hein, c'est clair. Hein. Donc, Laurence nous a beaucoup parlé de sexualité sacrée. On est en plein dedans, mais déguisé de façon étonnante. Voilà. Allez, j'arrive à cette lecture de ces messages de l'âme du monde. Donc là, il faut se mettre en position, voilà, c'est un peu poétique. Voilà, allez.
Donc 2016, toutes les nuits pendant 3 mois, 60 messages. Ça, c'est le message numéro 15. Et donc j'adjoins un certain nombre de schémas de l'époque où j'étais maître de conf en psycho. Je ne vais pas vous les décrire. Je pense que le texte poétique vous permettra de comprendre ces schémas-là. Le royaume intérieur, le territoire de l'être, alpha et oméga, est tel 2 entonnoirs. L'un posé sur le sol, rattaché à la terre, l'autre tourné au ciel, regardant le soleil. Comme point de départ, un alpha minuscule, ancré sur votre terre, sécurise l'ego qui conduit votre vie. Lointain et invisible, lié au firmament, l'espoir d'un oméga diffuse pour votre âme un rayon de lumière, un peu de l'essentiel, de cette source vive qu'il vous faudrait rejoindre pour y naître à nouveau. De ces 2 points d'ancrage, un axe prend naissance. L'un est votre départ et l'autre vous attend. Vous y viendrez un jour, il faudra lâcher prise. Vous vous rendez compte que ça correspond à ce qui est inscrit sur la France. Au premier entonnoir, 6 forces se conjuguent, une base immuable règle leur mouvement, la nature et ses lois, celle de la matière, celle de l'univers. 3 couleurs directives, principe masculin, et 3 en fond d'écran, principe féminin. Chacune symbolise un type d'énergie, de force du vivant. Toutes ont pour objet d'influer sur le monde. Et les lois naturelles poussent à leur expansion. Poursuivant des objets pour le moins différents, ces forces se confrontent, inévitablement. 2 principes actifs règlent leur danse amère, on les nomme yin et yang, masculin, féminin. Chacun y est soumis toute son existence. L'un tourné vers l'action et l'extériorité, pouvoir des impulsions, pour un pas en avant et vivre l'expansion, l'autre vers l'intérieur en mode réception. Attraction, répulsion pour un pas en arrière, tu me veux, je te fuis, contention, expulsion, pour tenter de créer, j'ai tant besoin de toi, mais je te hais aussi. Ce sont jeux de rencontres et de séparation. Du plus petit niveau jusqu'au plus grand aussi, friction, combat, conflit et lutte sans merci, mais aussi création, réelles avancées, action vers un futur, présent amélioré. Entre les deux, le vide, la peur, le désespoir et les nombreux trous noirs, dépression taciturne, échec retentissant, la dispersion aussi, tous les possibles humains, toutes les disciplines, toute l'information et toutes les fonctions, la course à tous les vents. Faute d'axe central suffisamment solide ou suffisamment stable, vous êtes le jouet des forces qui vous meuvent. Au gré de leurs actions, la dispersion vous guette. Leurs effets vont croissant. Au plus elles augmentent, au plus ces forces plient sous leur propre puissance. Ancré à la matière, l'axe qui vous tenait finira par se rompre. Il vous faudra choisir, tomber ou bien lâcher. Sauter dans l'inconnu, mais attraper au vol cet axe qui descend sur un fil de lumière. Sans lui, pas de salut. Vous vous perdrez dans l'ombre. À ce moment, les forces qui pulsaient de travers réuniront leur cap, direction la lumière. Agissant de concert sur un fond unifiant, elles deviendront structure et liberté aussi. Inspirées par le haut et dégagées du sol, elles pourront lâcher prise, mais avancer aussi, guidées par la lumière.
Juste petite chose. Stéphane vous a parlé de pensée anagogique, d'imaginal, pensée systémique. Ça, c'est la clé pour passer de l'entonnoir du bas à l'entonnoir du haut. Pas un dieu ou un roi, un univers entier. Inconnu à ce jour, mais qui sait vous faire signe si vous y prêtez garde. Et d'étape en étape, à ce second palier, vous grandirez encore vers votre majesté, la vôtre, renouvelée, limpide et simplifiée, réunissant vos forces en un unique objet. Voilà votre chemin, voilà votre aventure. La route vous attend. Vous l'avez déjà prise, vous y êtes encore. La vie qui est la vôtre est fille de la vie en majuscule et s'inclut dans ses cycles, ses soirs et ses aurores. Que la route soit bonne ou parfois chaotante, profitez du chemin. Merci. Merci, Sedji. Alors, comment l'avez-vous trouvé? Ah, comment? J'ai magnifié. C'est quoi le pouce? Ah, génial. Bon, il est parti. Non, il est là. Merci à l'âme du monde. 1, 2, 3.